Le FA-18 est le résultat d'une proposition américaine visant à doter sa marine d'un chasseur multirôle, assez puissant pour faire face à ses homologues soviétiques, et en même temps suffisamment économique pour ne pas atteindre les coûts élevés du F-14 Tomcat. Bien que le Hornet ait d'abord été appelé McDonnell Douglas, il est né dans l'usine de Northrop à partir du prototype Northrop GF-17. Cette entreprise était très connue pour avoir développé des chasseurs et des avions d'entraînement économiques, comme le F-5 et le T-38 qui étaient des appareils légers et très bon marché comparés à d'autres avions contemporains. Ils utilisaient aussi une technologie avancée, assurant d'excellentes performances malgré leur petite taille. Cet aéronef combine des capacités de chasse et d'attaque pour frapper des cibles aussi bien aériennes que terrestres. D'où la lettre F pour Fighter, chasseur, et A pour attaque, attaque en français. Et ils ont remplacé à la fois les F-14, les A-6 Intruder et les A-7 Corsair II dans toutes ces fonctions. Je remercie d'avance Manuel Repreza car je me base sur son livre concernant cet aéronef. Et je vais aussi vous montrer plusieurs anecdotes qu'il décrit avec beaucoup plus de détails sur son blog, Le vol de la Grande Outarde. Je vous laisse les liens ci-dessous dans la description. Il y a quelques années, nous avions également parlé en direct de cet aéronef et c'était une conversation très intéressante. Je vais vous laisser une partie de cette interview à la fin de la vidéo pour découvrir quelques anecdotes sur cet incroyable aéronef. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia. Au début des années 70, la marine des États-Unis lance le programme Naval Fighter Attack Experimental pour remplacer les A4 Skyhawk, le A7 Corsair II et le F4 Phantom II alors en service, et qui viendrait compléter le chasseur naval F-14 Tomcat. Les exigences ont ensuite été modifiées pour chercher aussi une alternative moins chère au F-14. Grumman a proposé une version économique, le F-14X, tandis que McDonnell Douglas a suggéré une version navale du F-Queen's Eagle. Aucune des deux propositions n'a été significativement plus économique. Au même moment, l'armée de l'air évaluait les concurrents General Dynamics JF-16 et Northrop JF-17 pour le programme Lightweight Fighter destiné à un chasseur de supériorité aérienne de jour. Bien que le JF-17 ait été battu lors du concours de l'United States Air Force peu de temps après, la marine américaine l'a considéré comme un candidat possible pour remplacer une partie de ses aéronefs. Bien que le F-16 ait également été proposé comme chasseur naval, il n'avait pas la puissance du JF-17 qui pouvait être largement modifié pour être navalisé selon les besoins de la marine américaine. En ce sens, le fait de disposer de deux moteurs a été l'un des avantages de l'avion de Northrop. Au départ, il était prévu que le modèle soit équipé des puissants moteurs F-Cent de Pratt et Whitney. Mais Northrop a convaincu General Electric de produire des moteurs plus petits, certes moins puissants, mais beaucoup moins chers. Le résultat fut le moteur IMI-J, Saint-Un très robuste, avec une poussée de 6800 kg, mais dont le coût était la moitié de celui d'un F-Cent. En 1975, il a été rendu public que l'avion s'appellerait FA-18 car il devait remplir deux missions, chasse et attaque. Il allait être utilisé dans la marine et dans le corps des marines, avec deux rôles différents. Les chasseurs chargés de la transformation étaient McDonnell, Douglas et Northrop, qui ont travaillé ensemble en se partageant le travail, bien que Northrop soit ensuite devenu le principal sous-traitant, car il manquait d'expérience navale pour développer l'avion. Le modèle 267, nommé ainsi par McDonnell Douglas, a été profondément modifié par rapport au JF-17, mais garde la même configuration de base. Le résultat fut un avion presque 6 tonnes plus lourd que le JF-17 malgré l'utilisation d'une grande quantité de matériaux composites dans sa construction. Environ 10% de la cellule. Mais l'appareil de nouvelle génération, avec une grande accélération et maniabilité, doté de caractéristiques de pilotage remarquables à de forts angles d'attaque, est capable d'accomplir des missions très variées.
Certaines des modifications majeures ont été l'adoption des moteurs F404 de General Electric, qui était une version dérivée avec plus de poussée, environ 7250 kg et un taux de dilution supérieur à celui de son prédécesseur, le JJ101, le redimensionnement de l'aile afin de réduire la vitesse d'approche sur le porte-avions et le renforcement du train d'atterrissage avec l'installation d'un système de catapultage. Repliage des ailes et capacité de carburant portée à près de 5000 kg dans un réservoir. Le redimensionnement était doté d'un système d'auto-obturation en cas d'impact ennemi. La cellule a aussi été renforcée pour supporter les exigences des appontages et l'augmentation de charge. Il s'agit d'un chasseur polyvalent bimoteur, tout temps capable d'être embarqué sur un porte-avions. Il a un poids maximal au décollage de 23 tonnes et un rayon d'action de 740 km. Sa vitesse maximale est de 1915 km/h, soit Mach 1,8, et il dispose de 9 points d'emport pour transporter jusqu'à 6200 kg d'armement, et comme armement fixe, un canon M61 Vulcan de calibre 20 mm situé sur la partie supérieure du nez avec 578 projectiles. Le FA-18 à première version possédait beaucoup d'armements et les systèmes de navigation les plus modernes. Radar, contrôle de vol et fly-by-wire des années 80. Il possédait également un radar puissant, le HUGS APG-65 avec différentes modalités de recherche et d'attaque, capable de détecter jusqu'à 10 cibles. La variante B de l'avion est la version biplace destinée à la formation des pilotes. Les modèles C et le biplace D, améliorés, ont rejoint le service actif en 1989. Extérieurement identiques, ils disposent de systèmes et d'une électronique plus avancée permettant l'utilisation des dernières armes. Réalisent les missions quelles que soient les conditions de visibilité, comme le missile RR, Air Intercept Missile 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile ou le Air-to-Ground Missile 65 Maverick Air-Sol. On a également ajouté la capacité d'opération de nuit et par tous les temps. Des brouilleurs radars et des armes pour la guerre électronique ont été installés. Les modèles FA, 18E et F Super Hornet ont repris le même concept mais ont été largement repensés. Je le considère comme un avion différent, donc il a sa propre vidéo déjà réalisée. Je vous la mène en haut à droite pour la voir plus tard. Le Hornet a aussi été exporté vers 7 pays pour équiper les forces aériennes de l'Australie, du Canada, de l'Espagne, de la Finlande, du Koweït, de la Malaisie et de la Suisse. L'armée de l'air espagnole a décidé d'acquérir le FA-18 après un long processus de sélection qui s'est terminé en 1983 avec l'achat de 72 exemplaires. 12 étaient du modèle B biplace et 60 du modèle A monoplace. Les premiers avions sont arrivés à la base de Saragosse en juillet 1986 pour intégrer l'ALA 15 puis passer à l'ALA 12 afin de remplacer les anciens F4C. Ces chasseurs ont été modernisés en même temps en FA-18 plus proche de ce qui serait le FA-18C et D. Ensuite, l'Espagne a reçu 24 FA-18A provenant de l'États-Unis Navy. Livrés entre 1995 et 1999, ils furent appelés C-15A par l'armée de l'air. Avant livraison, ils ont été modifiés en version EF 18A+. La marine des États-Unis les avait reçus en septembre 1978 et ils sont entrés en combat lors de divers conflits et opérations armées comme en Libye et pendant la guerre du Golfe, entre autres. Le Hornet peut être adapté en plein vol à la demande du pilote pour la mission à accomplir selon la situation. En agissant sur un interrupteur sur le manche, il est capable, lors d'une même sortie, d'accomplir des missions air-air, c'est-à-dire de chasse, et air-sol, c'est-à-dire d'attaque, à condition de disposer du même type d'armement nécessaire. Cette capacité polyvalente du FA-18 Hornet lui confère une grande polyvalence et flexibilité, ce qui a été démontré lors de l'opération Tempête du désert, où 4 Hornets provenant du porte-avions United States Ship Saratoga volaient en formation armée.
Transportant plus de 3500 kg de bombes chacun, ils s'approchaient d'un aéroport près de Bagdad lorsqu'ils furent interceptés par 4 Mikoyan Gurevich 21. Les pilotes armèrent leurs missiles Sparrow et Sidewinder, et les systèmes passèrent automatiquement en mode air-air. Après les combats aériens, ils revinrent en mode air-sol et détruisirent le complexe aéroportuaire. Cet exemple montre la grande capacité et la polyvalence de cet aéronef. Les anecdotes que je vais raconter sont tirées du blog Le vol de la Grande Outarde de Manuel Represado. Le train d'atterrissage en L du FDA 18 a cette forme pour que l'énergie de l'appontage sur porte-avions soit dissipée via un point d'articulation placé en avant de la roue. Plutôt que diriger la force de l'impact verticalement, comme avec l'amortisseur du F-14, l'amortisseur oléo-pneumatique du bras articulé dissipe l'énergie par une compression progressive, plus douce. Cette torsion de l'aile est une astuce mise en place par les ingénieurs aéronautiques pour résoudre un problème aérodynamique. Cette torsion qui diminue l'incidence de la corde de l'aile osseuse. La ligne du bord de fuite au bord d'attaque est parfois appelée washout en anglais. On peut clairement voir la torsion de l'aile sur un FDX-8. Comme on peut le constater, le rail lance-missile en bout d'aile est incliné si on le compare à l'axe longitudinal de l'avion. Il y a vraiment beaucoup plus de curiosité et d'histoire sur cet aéronef, mais il faudrait faire un documentaire de 3 heures. Je vous laisse maintenant écouter notre discussion en direct avec Manuel sur cet aéronef. Et aussi les liens vers ses livres et son blog ci-dessous. Ainsi, vous pourrez approfondir l'histoire du Hornet. As-tu cette expérience du freinage que possède cet avion? Effectivement, ça c'est quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Personne ne s'y attend et personne ne te le dit. Okay. Quand tu montes dans un chasseur, tu t'attends à l'accélération pour décoller, tu t'attends à pouvoir encaisser beaucoup de jets en ce qui concerne les virages, mais personne ne s'attend à ce qu'en ouvrant un aérofrein sur un avion de chasse, l'avion se comporte comme un camion de marchandises. Si tu n'es pas bien attaché, si tu ne portes pas les harnais bien serrés et que tu n'es pas bien avec le harnais, l'ouverture soudaine, l'aérofrein peut te faire cogner le visage contre la route parce que c'est exactement la même réaction que si tu appuyais à fond sur le frein dans une voiture de rallye, par exemple. Bien sûr. Alors, bien sûr. Tu as là, avec l'aérofrein ouvert, c'est le plus rapide que j'ai pu obtenir. L'aérofrein, c'est ce que nous voyons ici, effectivement. Et il a un vérin hydraulique qui l'ouvre, l'aérofrein se contrôle. Cela se contrôle avec la manette des gaz de l'avion. La manette des gaz et le manche de pilotage respectent les normes JIC qui sont Hands, Throat and Stick. C'est-à-dire que le pilote n'a pas besoin de lâcher les mains de la manette, ni du manche ou des gaz. Parce qu'il a tous les boutons là, et un de ces boutons précisément, c'est l'aérofrein, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, quand le pilote vole, il peut réduire les gaz, et en même temps qu'il réduit les gaz, il peut actionner l'aérofrein. L'aérofrein s'ouvre plus ou moins, mais bien sûr à cette vitesse, ouvrir l'aérofrein par rapport à la vitesse à laquelle tu vas, c'est comme si tu recevais, comme si tu avais un freinage. C'est quelque chose à quoi tu ne t'attends pas. C'est incroyable. Et moi, ça m'a impressionné parce que je me suis dit, bon, si je ne suis pas bien attaché, je vais laisser mon visage sur les instruments, non? Et voilà, donc. L'exercice était très brutal dans le sens où cet exercice nécessitait d'ouvrir complètement l'aérofrein et de continuer à tirer, descendre, tirer sur le manche en mettant les jambes. Et parce que le manuel technique disait qu'à 7,6 ou quelque chose comme ça, non, je ne me souviens plus, à 7,6 ou quelque chose comme ça, il se bloquait, l'aérofrein, il se bloquait. Il avait une sorte de système de sécurité pour ne pas... Oui, pour éviter que ça explose et que l'aérofrein parte en vrille et tout ça, eh bien, il se bloquait. Tu recommençais donc à voler sans aérofrein. La manœuvre prenait quelques minutes. Encaisser 7G, 8G, 9G dans le corps pendant 1 milliseconde. N'importe qui, sauf si tu n'es pas préparé. Si c'est bref, tu le supportes. Tu gonfles, tu le supportes. La quantité te fait gonfler. Tu fais cette tête de « merci beaucoup ».
Et il y a aussi plusieurs vidéos de ceux, Frère. Oui, oui, de ça n'en deux. Mais disons que tu peux le supporter, mais bien sûr, ça c'est une chose. Une seconde, une milliseconde, environ 8 ou 9 Go, d'accord. Mais bien sûr, en ajoutant petit à petit, petit à petit. Sur le Gérard Display devant lui, tu voyais que ça montait en grande souffrance et tu te sentais de plus en plus mal, non? C'est long de supporter autant de grandes souffrances. Tu essayais à 5, 6 un peu plus et je croyais mourir. Bien sûr, voyons jusqu'où ça va aller. Le temps que j'ai tenu, eh bien oui, la tête commence à partir, le sang n'arrive plus à la tête, tu es déjà à moitié étourdi, l'aérofrein se relâche et tu recommences à voler normalement, sans mettre de grande souffrance, et là tu récupères. Le pilote te lance, ça va derrière, toujours en vie. En vie, mais quelle expérience! Je ne sais pas si j'oserais autant, je suis pilote de planeur, rien de plus. Donc non, elle. le planeur, et c'est magnifique, car c'est une manière très naturelle de voler. C'est beau, c'est vraiment beau. J'aime que ce soit sans moteur. J'ai seulement pratiqué un peu d'acrobatie en planeur, c'est toute mon expérience. Je ne sais pas jusqu'où on a pu aller. Je n'ose pas imaginer ce que ça donne dans un avion de chasse, encore moins dans un F-18 avec ses caractéristiques. Oui? Si vous voulez un fait, je peux vous en donner un. Si vous aimez les montagnes russes, comme on les appelle ici, elles sont conçues pour faire vivre des sensations fortes au corps. Maximum 2, 5, voire 3 dans un cas extrême, 3G, c'est le maximum qu'on peut normalement supporter dans une montagne russe, non? Si quelqu'un est déjà monté dans des montagnes russes, il a ressenti les 3G, il peut imaginer. Que C'est ce 7 ou 8. Non impressionnant. Quelle expérience? Lis? Alors, Eh bien, quand tu voles dans ces conditions, la vérité, c'est que, bon, j'ai vomi 2 fois ce jour-là. J'ai dit au commandant, continuez, continuez, je vais juste vomir un peu. Tu vomis, tu retires, puis remettre le masque, non? L'homme te dit de mettre l'oxygène à 100% et ça vibre, non? Et alors? Oui, tu vomis, tu te nettoies, tu remets le masque à 100% et tu redeviens toi-même, non? Tu vas mieux, non? Alors quand? Après l'essai en vol, le commandant m'a dit, allez Manolo, prends-le, tu dois en avoir envie, non? J'ai répondu, eh bien sûr, je suis pilote de ligne, il faut bien essayer, non? Alors, il m'a laissé piloter le FDX-8 pendant pas mal de temps et jusqu'à la fin de l'essai, c'est moi qui l'ai piloté tout seul. Et seul, j'ai pris beaucoup de jets et j'ai constaté comme c'est facile en tenant le manche, comme vous voyez. À la vitesse où l'on allait, on devait être à environ 300 à 400 nœuds. Eh ben, tu touches un peu à cette vitesse et c'est impressionnant. Les jets que tu prends avec juste un petit mouvement et tout de suite, toi-même, tu vois que tu es en train de te pencher, que tu es en train de t'incliner. Alors, tout. tu vois à quel point ces avions sont bien faits. Mais que s'est-il passé? Quand ils ont fait passer le test en vol à la chef, le commandant faisait des manœuvres pour ramener cet aérofrein. Et j'ai eu plus peur que des chefs. J'ai eu peur de voir comment les ailes, les plans commençaient à se plier. Incroyable. Oui. Parce que en plus, on entendait le craquement du matériau des longerons, de la façon dont c'est fait. L'aile s'infiltrait à travers la structure même de l'avion vers l'intérieur, vers le cockpit. Alors, tu entends ce craquement, non? Et quand tu vois l'aile se plier, tu te dis, bon, on va mourir. On va mourir et ça va casser. Mais bien sûr, ça ne casse pas. Ça tient bien plus longtemps que toi avant que tu partes, non? L'avion ne se casse pas, bien sûr. Je me souviens. Quand on sortait sur ma place, je lui ai dit qu'il y avait des poignées, dont une derrière. C'est pour sélectionner comment tu veux t'éjecter en cas d'urgence. Et le pilote me disait, bon, si tu flippes, Manolo, éjecte-toi par la poignée de cette position qui est seulement arrière, ou si tu veux t'éjecter, ne m'éjecte pas moi, non. Ce n'est pas par manque de... j'ai eu peur, non pas à cause des chefs, mais en voyant l'aile se plier et en entendant vraiment son craquement, tu vois. Et alors, bien sûr, quand tu vois que ça ne casse pas et que ça tient, que c'est très solide, tu te rassures un peu, non? Et tu vois que tu es dans un appareil qui est très bien fait, qui tient vraiment le coup, que c'est un vrai cheval de bataille, non? Là, tu peux y mettre ce que tu veux, non? Et là, tu as d'ailleurs une photo avec la charge. Ça, c'est en train de sortir de... Ah, pardon, je viens juste de la prendre. Non, justement, je l'ai prise parce que c'était un super Hornet et je voulais plutôt une photo d'un Hornet.
C'est pour cela que le modèle, celui que nous avons en Espagne en ce moment, c'est le monsieur. Au début, on a acheté le A et le B, le monoplace et le biplace. Moi, j'ai volé sur le biplace. Ensuite, on a fait un retrofit et on l'a modifié pour qu'il soit au standard C. Mais comme ce n'était pas le même que l'américain, on l'a appelé le A plus le A et le B plus. C'était déjà un avion très proche du C avec les mêmes capacités d'armement vraiment similaires, non? On l'a fait. On a aussi touché au moteur. Enfin, il y a eu toute une série de modifications. Les ordinateurs ont été changés et après cela, récemment, on a aussi modifié le système d'exploitation de l'avion. Encore un autre changement d'ordinateur pour qu'il puisse lancer un autre type de missile. Et alors, ils l'ont appelé le M et avec le M, maintenant, nous avons le casque, le Scorpion, qui permet de tirer simplement en regardant avec le casque et ce genre de choses. Bref, maintenant, c'est un très bon standard que nous avons. Mais bien sûr, l'avion a déjà beaucoup d'années. Il a déjà subi un changement. Oui, moi... Je me souviens quand nous avions fait la vidéo ici sur la chaîne sur l'œuf d'Ixui pour que les gens puissent aller la voir. Il y avait plein de détails dont nous avions parlé à propos de cet avion, mais il y a énormément de choses curieuses. Je ne sais pas si je peux t'en montrer quelques-unes. Par exemple, j'ai ici ce qui concerne le canon qu'il possède, qu'il porte dans le nez, à la pointe de l'appareil. Exactement. Et regarde, c'est le fameux, l'armée de l'air naval, Pacheta 61 a un bon. Maintenant, il y a un autre modèle un peu plus moderne, mais bon, celui-ci, c'est le Vulcan. C'est un Vulcan qui a 6 tubes. Et à la différence du direction des études et fabrication d'armement, celui que portait le Mirage F1 l'avion, le direction des études et fabrication d'armement français de 30 mm qui était un canon revolver. Pardon, qui est un canon de revolver, car comme les revolvers, il avait un seul canon et un barillet. Et il tournait et avait comme 5 chambres, non? Et là, c'est l'inverse, ce sont 6 canons qui tournent, non? Alors, c'est ce qu'ils appellent le revolving, non? Le Gatling Revolving tire du 20 mm, une série de munitions différentes. Tu peux mettre des incendiaires, des traçantes, des explosives, des perforantes, enfin, plein de choses. Et il l'a dans le nez, juste là, vous voyez sur la photo où il y a le radome, exactement là devant, il y a ce qu'ils appellent la meurtrière, non? Par où sort-il? Et celui-ci, c'est curieux, cette position n'était pas habituelle, jusqu'à ce que cet avion soit conçu. Le F-16, si vous vous souvenez, là sur un côté, le F-15 aussi, le Tom, le 14. Mais dans cet avion, ils ont dit, regarde, cet avion se pilote naturellement comme on pilotait pendant la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, quand il fallait viser avec le nez, là où se trouvait la mitrailleuse, puis tirer sur l'ennemi, n'est-ce pas? Ils ont donc dit que viser avec le nez était naturel et qu'il fallait le placer dans la position de tir la plus naturelle pour un pilote. Qu'est-ce que le nez de l'avion? Ça a posé beaucoup de problèmes au début, parce que c'est juste au-dessus de l'endroit où se trouve le radar, c'est-à-dire là où ça se termine, là où se trouve la meurtrière, en dessous tu as le radar, n'est-ce pas? Cela provoquait aussi beaucoup de vibrations dans le radar. Ils ont donc installé une série de blocs en plastique et en caoutchouc pour amortir le processus. Des vibrations. Et tout ça, parce que bien sûr, ce camion tire 6000 coups, 6000 tirs par minute, non. Alors, des balles? Il y a 2 façons de tirer avec ça, hydraulique ou électrique. En mode hydraulique, où tu as plus de puissance, tu peux tirer jusqu'à 6000, non. C'est curieux, mais si vous voyez cet avion en vrai sur une base aérienne ou ailleurs, c'est vrai. Ne touchez pas la meurtrière, ne la touchez pas. Parce que on a découvert à Saragosse, en Espagne, que les gaz de tir avec le matériau dont est faite la meurtrière, c'est un matériau très spécial. Et c'est un alliage de plusieurs métaux, ce qui contient des éléments très puissants, du tantale, ce genre de choses. Mais il y a aussi d'autres matériaux qui réagissent très mal avec la poudre tirée et c'est cancérigène. Si tu touches, tu peux ressentir quelque chose sur la peau, donc il vaut mieux éviter de toucher. Si on te dit de ne pas toucher, ne touche pas, même si tu penses que c'est inoffensif. Mais bon, ni le liquide hydraulique, ni la bouche du canon, ni... Si vous entrez dans un cockpit ou une cabine, ne touchez à rien, qui soit peint en rouge ou quelque chose qui ait des rayures noires et jaunes. Parce que cela veut dire qu'il y a de la pyrotechnie ou que ça peut larguer une arme ou qu'il peut se passer n'importe quoi, tu sais. Alors, même s'il a des pinces... Ne touchez pas aux choses en rouge, d'accord? Ni à... Rouge, ni au jaune et noir. Vous la voyez par exemple, le levier, ce levier que vous avez là à gauche, ce levier jaune et noir. Celle-ci sert pour le cockpit, pour éjecter le cockpit, n'est-ce pas? Au cas où tu devrais l'éjecter en urgence, n'est-ce pas? Alors, eh bien, toutes ces choses peuvent être déclenchées si elles ne sont pas bien sélectionnées, ou si elles ne sont pas en bon état, ou s'il y a un court-circuit, ou quelque chose. Eh bien, il vaut mieux ne pas y toucher, n'est-ce pas? Au cas où, n'est-ce pas? Le siège éjectable,
Enfin, toute une série de choses qui sont compliquées et qui nous sont arrivées parfois en Espagne. Lors de la maintenance, un siège a été éjecté par accident et a tué une personne. Il a traversé le toit. Nous avons eu plusieurs accidents, dont un grave. C'est parce qu'un siège a été projeté, un siège avec toute la pyrotechnie, et cela a coûté la vie à une personne très connue. Et puis, eh bien, il y a aussi eu des dégâts structurels au hangar, enfin, mais bon. Place. Eh bien, c'est ça, il faut être prudent, ne rien toucher si tu ne sais pas ce que ça va faire. Eh bien, voilà. Comme vous pouvez le voir, la cabine, le cockpit de l'avion, à son époque, était très avancé. C'était comme Star Wars, non? Oui, pareil. La guerre des étoiles. Des étoiles. Il avait de petits écrans qu'on appelait les Digital Display Indicators, et il en avait 3. Et il y avait aussi le Head-Up Display, peu visible ici car il est en haut. Mais il y avait bien 4 écrans, non? C'était quelque chose de très avancé pour l'époque. Curieusement, celui sous le levier, à cet endroit précis, c'est un HSI et un Horizontal Situation Indicator, c'est un indicateur de situation horizontale. C'était quelque chose de très curieux, hybridé. Ces écrans que vous voyez là, même s'ils sont très bien intégrés, ils sont très profonds, c'est énorme, ou ils ont une profondeur qui va presque très loin, n'est-ce pas? Là, ça ne se voit pas, mais ce sont des écrans très profonds et ils contiennent des ordinateurs, beaucoup de choses. Eh bien, l'écran du bas était un hybride entre une rétroprojection de film 35 mm et une technologie numérique superposée. C'était très curieux. C'est un explicateur, c'est un magazine où va une bobine de film de 35 mm, la normale, l'analogique de toujours, dans laquelle les techniciens en électronique chargeaient la carte. Où allais-tu te déplacer? Alors, bien sûr, si tu te déplaçais sur cette carte, tu voyais la carte rétroéclairée avec une projection, une rétroprojection. Et sur la carte, eh bien, tu voyais les points de ta canne. Le bord, tu voyais beaucoup de choses, non? Que t'arrivait-il en te déplaçant sur la carte? Bien sûr, le film du magazine se terminait et tu restais dans la zone rouge sans savoir où tu étais, n'est-ce pas? C'est curieux. Bien sûr, ce sont ces détails-là qui m'intéressent énormément à écouter. Des choses que je n'aurais jamais imaginé que ce soit comme ça et que je ne savais pas. Celui qui ne travaille pas là-dedans ne le sait pas. C'est pour ça que je voulais t'amener ici et que tu nous racontes ces choses-là. Il y avait plein de choses quand j'ai fait la vidéo sur le FDX8, j'ai abordé certains sujets comme des curiosités. Comme le saviez-vous? Nacho, il parlait, modélisé. Pouvoir prendre ce dont on a besoin, le peu de faveur car ça va vers le bas. Et bien sûr, beaucoup de gens me demandaient, c'est très étrange, non? Eh bien oui, l'aile a ce que nous appelons le twist, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à l'extrémité de l'aile, elle est tordue, elle va vers le bas. Et ceci est simplement une astuce aérodynamique des ingénieurs aéronautiques pour que cette partie ne décroche pas ou qu'elle décroche plus tard que le reste de l'aile. Parce que si vous faites attention, le twist se trouve justement à l'extrémité de l'aile, là où se trouve l'aileron. Bien sûr, l'aileron est placé aux extrémités, au bout. Imaginez toute l'aile droite et normale, sans twist. Et si tu fais décrocher l'aile, tu entres en perte, tu n'as plus de contrôle. L'aileron est aussi en perte. Alors ce que tu fais, c'est tordre l'aile pour que le bord d'attaque de l'aile descende un peu à cet endroit-là. Et donc, quand tu commences à décrocher, ben, tu le sens, tu remarques les turbulences, mais tu as encore du contrôle. Donc tu peux sortir du décrochage. C'est pour ça que ça a été fait, non? C'est intéressant que non. Pour cet avion, c'était très particulier, parce que je me souviens de cet avion. Je peux vous raconter quelque chose d'inédit sur le blog. Un incident survenu à Saragosse. Je ne dirai pas qui, mais En cas de doute, on s'envoie un message. cet avion a 2 tubes pitot sur le nez, en dessous du nez, 2 tubes pitot pointés vers l'avant. Ensuite, il a aussi des petites ailettes qui servent pour l'angle d'attaque. Enfin, il y a plusieurs choses, non? Mais bon, le tube pitot est essentiel parce que le tube pitot aussi peu, il peut mesurer la pression et de nombreuses données. Non, une partie sert aussi à calculer l'angle d'attaque. Enfin, bon, je me souviens qu'une fois, nous faisions un vol où il fallait ravitailler. Et le ravitaillement, même si cela semble très simple, c'est assez compliqué. C'est une pression compliquée, non? Aller jusqu'au C-130 Héraclès, qui a une sorte de panier, non? Pour s'y insérer, bien sûr, panier et tout ça.
La sonde de ravitaillement est escamotée dans cet avion, il faut l'ouvrir, il faut garder la vitesse et l'altitude sans bouger, ce qui n'est pas facile et demande de l'entraînement. Je me souviens que nous étions avec un colonel. Le colonel était un type très sympathique, un très bon pilote. Mais tu n'es plus à l'âge de faire des folies, mais bon, même si on voit que tu es un bon pilote, tu es bien. Et l'homme était très raffiné, non? L'homme est arrivé, a pris contact avec la nacelle, a pris du carburant, puis est reparti. Bien, il continue maintenant. Nous étions en train de faire un combat aérien, un entraînement de combat aérien. À un moment donné, nous avons fait le ravitaillement. Le colonel a été très rapide et très bon. Nous étions un peu plus nerveux, non? Et nous n'arrivions pas à mettre la sonde dans le panier, non? Et donc le panier cognait. Des coups sur le nez de l'avion. Alors nous, on disait, bon, qui tape, on travaille, on enlèvera et on verra si on peut. Et bon, oui, on a réussi, on a pu prendre du carburant, mais bien sûr, ces coups dans le panier sur le nez de l'avion, ils ont laissé les tubes pitot l'un vers le haut, l'autre vers le bas. Ou là, non. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, quand on est retourné au dogfight, dès qu'on a mis du gaz à effet de serre, l'ordinateur de bord, appelé ordinateur de calcul, a mal calculé les paramètres, et alors il a commencé à biper. Pipi, 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 décrochage, 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 pipi. Bien sûr, on a commencé à entrer dans une situation qu'on ne pouvait pas contrôler parce que l'avion n'avait pas de données. Il n'avait pas assez de paramètres pour savoir par où on devait sortir, n'est-ce pas? Alors c'est très curieux parce que cet avion t'aide beaucoup. Tu vois, Superman n'existe pas, vous savez, quand les gens disent quoi? Les pilotes, il est très fort et bien préparé, mais il reçoit aussi beaucoup d'aide. Regarde dans cet avion, quand tu entres en décrochage, tous les écrans que tu as vus, tout disparaît des écrans, absolument tout. Il n'y a plus de carte, plus de radar, plus rien. Et une flèche apparaît et te dit où tu dois mettre le manche pour pouvoir sortir du décrochage. non, c'est incroyable, parce que Orienté, tu vois que tout tourne, alors tu regardes les écrans, tu fais ce qu'ils te disent et ils te sortent tout seuls. Et grâce à ça, on est sorti de la désorientation parce que c'était une perte énorme. Et bien sûr, on s'en est sorti grâce à ça. Sinon, tu ne sors pas de la perte, non? C'est quelque chose qui faisait très peur parce qu'on a perdu beaucoup de pieds en très peu de temps. On a perdu beaucoup de pieds. Et bien sûr, c'est incroyable, c'est incroyable. Ce sont les détails que je voulais savoir, des détails que je n'aurais jamais pu imaginer que c'était ce que faisait cet aéronef. C'est incroyable. Beaucoup d'autres choses que j'ai laissées de côté dans la vidéo sont... Ah, ça me paraît super intéressant. Ce sont les fences. Voyons, mettons cette image à... voyons si Elle apparaît là, cette... l'image est très intéressante, non? Quoi? Ceci? Nous les appelons ce sont de petites choses, on les appelle des barrières, en anglais le fence, les barrières, fence. Cela n'était pas fourni d'usine avec l'avion. Quand l'Espagne l'a reçu, elle a dépensé énormément. Nous n'avions pas d'argent, mais bon, nous nous sommes endettés et nous avons acheté l'avion. Ce programme nommé Futur Avion de combat et d'attaque pour Futur Avion de combat et d'attaque en Espagne coûtait une fortune. Et bon, ça a coûté une fortune en pesetas à cette époque-là. Et eh bien, il arrivait sans cet accessoire. Il venait avec ce qu'on appelle l'extension du bord d'attaque, le leading edge. Eh bien, il arrivait sans ça. Peu après, cela a été détecté en Espagne et aux États-Unis. Observe la base de la queue de Mita. Tu vois les dérives verticales légèrement inclinées. Au départ, on a détecté des fissures. J'ai moi-même participé à des essais non destructifs et constaté leur présence. Et cela arrivait précisément parce qu'au niveau du bord d'attaque, dans l'extension du bord d'attaque, se créait cette turbulence que tu vois là qui venait frapper le bord, c'est-à-dire la partie inférieure de la dérive. Et avec ces vibrations, l'avion subissait une fatigue des matériaux. Alors, en faisant une inspection au rayon X, on a vu qu'il y avait des fissures là. Ça a été un grand scandale en Espagne. Dans les journaux, ils ont commencé à dire bon, tant d'argent dépensé, l'avion est une cochonnerie, parce que maintenant, il a des fissures. Eh bien, ces choses arrivent parce que l'avion était neuf. Donc, à cette époque, il y a 30 ans, l'avion était encore neuf. Alors, eh bien, tu te dis, bon, ces choses arrivent, et lors de la conception d'un avion, des problèmes surviennent, et il faut les gérer et les résoudre. Et les ingénieurs ont très bien fait, parce qu'ils ont vu cela, et ils sont tout de suite allés dans la soufflerie. J'ai passé plusieurs tests et essais, et beaucoup de demandes. Comment cela a-t-il été résolu? C'est comme il y a beaucoup de gens qui se sont passionnés pour l'aviation et qui disent « Est-ce que j'aurais pu résoudre ça moi-même » Eh bien, la réponse est probablement oui, que n'importe quelle personne avec un peu de bon sens peut le résoudre, mais un ingénieur le fera toujours moins cher que toi. Effectivement, là... La solution a été de lui mettre ses clôtures. Ce qu'ils font, c'est prendre la turbulence qui se génère au bord d'attaque et la diviser en deux. En la divisant en deux, une partie de la turbulence passe à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, et elle ne frappe pas la queue.
C'est la solution la moins chère à un problème grave. Incroyable. C'est-à-dire, ceci serait un vortex qui se forme là, c'est un vortex qui... Là, On le voit bien, comme il frappe à la base du gouvernail. Exactement. et alors la queue, Vibrait beaucoup. avec ce vortex comme ça vibrait comme ça, et alors, à un moment donné, eh bien, ça sortait à la base, eh bien, ça sortait toute sa vie. Alors, bien sûr, quand tu fais l'inspection, en faisant l'inspection avec ces machines d'essai non destructifs. Avec les ultrasons ou les rayons X, tu constates le défaut en regardant. Regarde, en plus de la FENSA, on a aussi ajouté ceci. Ce sont une sorte d'angles qui ont été ajoutés pour renforcer la base de les... Solution des ingénieurs, là. Que ça, le FDX-8 Super Hornet ne l'a plus. Il n'a pas non plus les noms. Il ne l'a pas, ni les fonds, car le Super Hornet est un avion différent. C'est une sorte de... Il est totalement Redessiné totalement. redessiné, il n'a plus ces problèmes. Les prises d'air sont déjà rectangulaires. Beaucoup de gens me disent, eh bien, c'est la prise d'air, c'est pour le Mach 2, pour qu'il puisse aller à Mach 2. Il n'est pas nécessaire que ces avions aillent à Mach 2. Beaucoup de gens me demandent pourquoi. Le Ditcho a une vitesse de pointe, le nôtre avait 1,8. C'est à cause des prises d'air, c'est parce que c'est bien, c'est à cause de tout. Mais l'avion n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas un vrai chasseur. Regarde, le F-18 est un FA-18. C'est un fighter and attack, il fait les deux. Ce n'est pas le meilleur chasseur du monde. Et le F-16 le surpasse, tout simplement. Ce n'est pas le meilleur bombardier du monde, parce que le Tornado le surpasse aussi, tout simplement. Mais cependant, c'est un avion qui convient aux pays qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme l'Espagne, par exemple. Tu as deux avions, tu en as un qui est un chasseur et un autre qui est un avion d'attaque. Et en plus, tu peux les configurer en quelques secondes. Tu atterris après une patrouille de combat aérien. Et en quelques secondes, grâce au commande J, selon la façon dont tu configures l'avion, tu as un bombardier. Et il fait aussi un bon modèle, c'est-à-dire qu'il n'est pas en reste. Ce n'est pas un avion dont tu dirais qu'il ne vaut rien ou qu'il n'est rien. Il n'excelle pas dans chaque domaine, mais il réussit très bien dans les deux. Bien sûr. Ceci, quand ils ont conçu le nouveau LE, ils ont dit, au lieu de mettre les prises de type circulaire, on va les mettre comme ça, un peu donc. Mais ce n'est pas pour que l'avion aille plus vite. C'est parce que c'est à cause du surface équivalent radar, ce qu'ils appellent le surface équivalent radar, qui sert à la réflexion des ondes radar, pour qu'il ait un peu plus de capacité de style. Non, parce que l'une des choses qui réfléchit le plus les ondes radar, ce sont les aubes du moteur. Du moteur, bien sûr. Le moteur entre. À l'intérieur, l'onde ressort visible au radar. Avec ceci, c'est plus difficile. Pour réduire cette émission radar, ce retour radar, bien sûr. Très bien. Intéressant. Quelque chose? Ça m'a beaucoup intéressé, je n'ai pas pu l'inclure dans la vidéo non plus, mais je vais vous montrer une photo. Pourquoi cela m'intéresse-t-il autant? Je ne sais pas pourquoi cela attire autant mon attention. L'escalier pour monter, c'est... Une œuvre? D'ingénierie, c'est une... Œuvre d'ingénierie, mais je te dirais presque que c'est une œuvre d'art. Parce que regarde, observe, cet escalier est très rigide. C'est-à-dire, quand tu montes dessus, tu vois qu'elle est solide, qu'elle est très bien, qu'elle ne bouge pas, qu'elle n'a pas de vibration, qu'elle est vraiment, vraiment bien faite. Elle est bloquée grâce à commande électrique vérin hydraulique que tient le mécanicien de vol. La même et la même à travers. Il me semble qu'il y avait une sorte de zone là où tu tirais dessus et ça se débloquait. Puis tu plaçais tout dans la partie basse du bord d'attaque, ce qui l'intégrait directement comme élément structurel du bord d'attaque. Rien ne paraissait, c'était merveilleux. Monter dans l'avion était bien plus simple avec cet escalier qu'avec des marches cachées dans le fuselage. Pourtant, une fois Santiago, il n'y avait plus d'escalier et elle faisait partie de l'aile. C'était quelque chose de magnifique. Moi, j'adorais ça. C'était l'une des choses que je préférais dans l'avion. C'est incroyable, bien faite, très intéressante. Oui. J'ai plusieurs photos, bien sûr qu'il se met là-dedans. C'est un Super Hornet, mais il a aussi le même design, donc il a la même... Structure est la même. Oui, effectivement. Et... Ici, c'est de l'autre côté. Non, c'était incroyable. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait autant marqué. Peut-être quelque chose. Un détail mineur. Mais non, ce n'est pas mineur. C'est bien, c'est très joli comme ils l'ont conçu. Donc, c'est pour ça que ça a attiré mon attention. Oui, c'est un... avion très bien pensé. C'est-à-dire, tous les détails qu'il a sont très bien pensés. Je me souviens avoir travaillé avec le Mirage F1, c'était horrible. C'est-à-dire, quand tu devais réparer quelque chose, tu devais mettre la main, la tordre, la rentrer avec des outils très bizarres. Tu devais te pencher. Celui-ci, non pas celui-ci. Près de 90% des trappes, là où se trouvent ordinateurs et réparations, sont à la hauteur du mécanicien. Elles sont plus ou moins à la hauteur de ta vue, non? Donc tu ouvres les choses avec une clé et tout reste plus ou moins à la hauteur de ta vue.
C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment très facile d'accès. Et des détails comme celui-ci, non? Comme les escaliers, ils sont magnifiques. Le cockpit aussi est très grand. Quand tu viens de monter dans un Mirage F1, c'est très étroit. C'est vraiment, vraiment petit, non? Donc, tu te sens un peu à l'étroit, non? Ici, c'est un truc américain, gros, grand, vraiment bien, avec plein de panneaux dans les mains. Enfin, c'était très confortable et très, très grand. La comparaison avec l'avion, avec le F1, en réalité, il y avait vraiment beaucoup de différences, non? Regarde, regarde toi-même, et je ne sais pas. Bon, j'avais aussi quelques autres photos de choses dont nous n'avons pas parlé, comme le train d'atterrissage, c'est aussi ça. Je ne sais pas si c'est unique à cet avion, je ne pense pas, d'autres doivent l'avoir aussi, mais nous l'avons. Aussi sur les avions commerciaux comme l'RJ Lavrojet, qui est un excellent avion. Nous avions la compagnie, nous ne l'avons plus, et elle avait ce même système ou un système similaire. Ce n'est pas exactement le même, mais il est très similaire. Regarde, c'est ce qu'on appelle le trailing link. Dans ce système, l'amortisseur n'est pas fixé sur la même jambe, mais positionné derrière. Là, vous le voyez derrière. L'amortisseur, c'est cette pièce blanche qui est allongée ou ajoutée, et ce qu'il fait, c'est transférer l'énergie à la réception. Parce que ces avions, comme ils sont faits pour les porte-avions, ont besoin de donner un coup fort, n'est-ce pas, sur le pont, et ils en ont besoin. Ils ont donc besoin que le choc soit absorbé par le train d'atterrissage puis la structure, n'est-ce pas? Alors, afin de ne pas l'endommager, on a conçu ce type d'amortissement qui commence par dissiper l'énergie en absorbant d'abord le premier contact avec la roue, puis en se repliant petit à petit jusqu'à ce que toute l'énergie soit absorbée. N'est-ce pas? Lors de l'impact, intéressant, j'espère. Ravi que cela vous ait plu. À bientôt sur l'aéropédie du monde de l'aviation.